Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Avant notamment que l'Afrique dans la forme, il faut dire que le monde a voulu nous présenter, notamment notre continent. L'Afrique était tout simplement cet étang où des gens vivaient, la première civilisation d'ailleurs, le berceau de la civilisation, on en parle. Et puis au moment où il a fallu donc que cette Afrique, sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la civilisation moderne de cette époque, les différents pays donc de l'Occident, à travers donc ce que l'on a eu à appeler, qui était donc le partage inégal notamment de l'Afrique, la colonisation, se sont donc mués en une sorte notamment de prédateurs pour le continent africain. Notamment en 1945, vous allez vous rendre compte que des pays comme la Belgique du temps, notamment du roi belge, ont pris assaut la République démocratique du Congo, ex-Zaïre de l'époque, les pays comme le Cameroun, l'Allemagne en ce temps-là, avant toutefois que la Première Guerre mondiale ne puisse se passer et que la colonisation française, notamment des autres pays. Il se souvient également que seuls les pays comme l'Éthiopie, qui avaient pu notamment ravir la vedette à l'Italie, qui n'avait pas pu justement pouvoir l'emporter sur le roi Ménélique. Tout ça en fait c'est pour faire comprendre quoi? Au fur et à mesure que cela a évolué, la création des Nations Unies et autres de ces formes de partenariats qui pouvaient y être, deux grandes puissances ont donc hérité notamment du territoire africain. La France d'un côté pour les pays francophones d'Afrique et de l'autre côté les pays anglophones de l'Afrique. On peut le voir de manière très claire, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et puis le Commonwealth, ces deux organisations qui amènent donc les pays africains à fonction de leur langue à choisir un pan pour un certain partenariat et un certain développement. Continuellement aussi, au fur et à mesure que les choses sont avancées, la question de la France-Afrique, beaucoup plus au niveau de l'Afrique francophone, a davantage évolué. Des sommets France-Afrique sont organisés des centaines et des centaines de fois. L'Afrique pensant bien entendu qu'elle pouvait attendre mieux de sa puissance mère colonisatrice, c'est là qui devait l'aider notamment à pouvoir sortir de l'ONU, du moins l'Afrique francophone, du moins les pays qui composent cette partie de l'Afrique. Ce ne fut pas le cas de la même manière avec notamment les pays d'Afrique anglophone qui vers eux avec le direct rule on a vu donc directement une certaine expansion qui s'est faite de ce côté. On peut relever tout de même que, bien que le Commonwealth existant, la façon de la gestion des relations entre les pays britanniques et les pays francophones se trouvait donc d'une manière tout à fait différente. Au fur et à mesure que les sommets se sont multipliés, on a assisté encore à une nouvelle vague, notamment de sommets, États-Unis, Afrique, les États-Unis qui par la suite donc sont devenus une sorte de puissance mondiale en termes même d'économie et même de l'armement au regard de certains chiffres qui avaient été présentés. France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique et d'autres pays aussi juste à côté se sont donc organisés dans le sens de pouvoir venir en soutien aux pays africains. L'Inde, le Brésil, des pays comme le Japon, mais également aussi la Corée, ou tout simplement l'Ukraine qui aujourd'hui est en conflit avec la Russie en termes notamment de mamelles nourricières concernant le blé. Au regard de tout ce qui précède, on a pu se rendre compte que certains de ces pays n'ont rien apporté pratiquement à l'Afrique en ce qui concerne son développement. D'aucuns se sont tentés de pouvoir jouer en même temps d'être des pays qui sont tellement bien positionnés, à tout moment pouvant aider. Le cas, par exemple, des États-Unis, d'autres en perte notamment de puissance, pouvaient tenter également d'apporter une certaine amélioration ou bien certains pansements au niveau donc, de tout ce que les Africains vivaient. On peut donc citer des pays notamment comme ça, de l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon. Et puis d'un autre côté, un autre pays, sinon un partenaire,
que les Africains jugent, qui semble être d'ailleurs le meilleur parti, puisque lui n'a pas eu à contribuer sur le plan de la colonisation. Et ce pays a essuyé beaucoup plus de blessures à travers les guerres dans le monde, allant donc justement à la délivrance des pays occidentaux. Nous parlons là du cas précis de la Russie. Mais concrètement, au regard de ce qu'est devenu le monde aujourd'hui, de ce que le monde doit fonctionner, l'Afrique doit sortir de l'ornière, et bienvenue justement le panafricanisme qui réveille les Africains. Quelle tendance partenariat devrait-on adopter? Quelle forme de partenariat qui concerne notamment le développement? Raison pour laquelle nous avons intitulé ce rendez-vous Afrique Développement. Quel partenaire stratégique pour le continent? Quelle est la meilleure forme, sans langue de bois, de parler de ce qui pourrait permettre notamment à l'Afrique de mieux évoluer? Il est clair que dans cette forme de coopération, de relation, on peut être votre ami aujourd'hui, demain être votre ennemi. Être votre ennemi et par ailleurs, sur notre plan, être votre ami. Tant que la relation marche et que chacun d'entre les parties tire son profit et sa couverture de son côté et que ce partenariat puisse permettre d'avoir un gagnant-gagnant, les pays se portent mieux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Info à chaud, édition de ce 19 octobre 2022. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. On aura tout simplement sur la sellette un seul intervenant en direct de Ouagadougou, le second pour certaines raisons forcément indépendantes de sa volonté eu égard aussi des précipitations qui s'abattent au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, affichera donc une absence et s'en est d'ailleurs excusé pour le cas précis, à moins bien entendu de pouvoir revenir sur le coup. Nabaloum Abdoulaye est avec nous, le membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple, ASP Burkina, du côté donc du pays des hommes intègres. Bonsoir monsieur, bienvenue. Oui, bonsoir à toi Florent, bonsoir à l'équipe technique de For You Media, bonsoir à la direction générale de For You Media, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, bonsoir à tous les peuples d'Afrique, bonsoir à tous les souverainistes, bonsoir à tous les panafricains. Encore merci pour les efforts que vous consentez dans le cadre de cette lutte panafricaine, de cette lutte de libération des peuples, mais de cette lutte-là qui augure en tout cas les perspectives de progrès et de développement pour notre cher continent. Appelons ça aujourd'hui l'acte 1, mon cher Nabaloum Abdoulaye, pour ce qui concerne donc le partenariat stratégique pour le développement de notre continent, d'autres aspects devant bien sûr pouvant être évoqués à l'avenir. Ça tombe bien d'ailleurs parce que votre pays est dans une sorte de refondation de moins de sa structure organisationnelle de l'État et puis constitutionnelle par la même occasion. Tous ces pays en amont qui ont d'ailleurs été cités par ma personne pour évoquer une certaine forme de partenariat, on est ouvert sans langue de bois de savoir concrètement ce dont l'Afrique a besoin et pourrait aider l'Afrique. La première des questions d'abord aujourd'hui, si on parle de développement de manière un peu très claire, quel pourrait être le schéma de partenaire ou de partenariat que l'Afrique aurait besoin, sans toutefois citer ici le nom d'une puissance quelconque ou d'une nation quelconque? Quel pourrait être donc ce schéma, l'idéal ou le partenaire idéal stratégique que l'Afrique aura besoin pour son développement? D'accord. Merci pour cette première question. Il faut dire que cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est parce qu'on aspire à un progrès social, un progrès économique, un progrès dans la santé, un progrès dans les infrastructures, de façon globale et de façon résumée, un progrès du bien-être social de la personne lambda africaine surtout. Donc, pour parler de questions de développement et de partenariat, de mon point de vue, à l'entente, vous l'avez si bien énoncé, il faut d'abord qu'on puisse faire le point de l'ensemble des partenariats qui ont pu exister entre nos pays africains et le reste du monde. Donc, si l'on prend effectivement, si on regarde, il y a le partenariat que vous avez cité, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Europe-Afrique, Amérique-Afrique, ainsi de suite.
Mais quel bilan exactement on fait de ces différents partenariats-là quand on sait qu'ils sont diversifiés dans leur forme comme dans leur contenu? Donc, dans ce partenariat, il faut, si on prend dans un premier temps du côté de la Chine, on regarde que le partenariat est beaucoup plus commercial dans un premier temps, et c'est ces dernières années-là qu'on sent que le partenariat militaire et certaines coopérations sont en train de se mettre en place. Du point de vue commercial, c'est une bonne chose que la Chine offre pour l'Afrique, et ce que aussi l'Afrique offre pour la Chine en termes commerciaux. C'est un volume qui est assez important, qui mérite d'être renforcé. Chaque pays dans ses potentialités, dans ses capacités à pouvoir commercer ou en tout cas à pouvoir interagir avec la Chine sur le plan économique dans un premier temps. Sur le plan militaire aussi, on voit effectivement la poussée de la Chine et le besoin aussi de certains pays africains se sentant très très menacés ou étant dans des situations de difficulté et sollicitent l'accompagnement militaire, que ce soit dans la fourniture des armes, que ce soit dans le renseignement. Il y a des coopérations qui se tissent de plus en plus, et je pense que l'évolution du monde, l'évolution politique, géostratégique actuelle du monde va encore connaître ces types de coopération et de partenariat de plus en plus entre l'Afrique et puis la Chine. Donc, si on prend du côté de l'Occident, le partenariat, il est à plusieurs niveaux aussi, au plan économique, au plan du développement, entre guillemets, le terme développement qu'on nous a servi, et au plan militaire également, il y a des coopérations qui ont existé depuis, on va dire depuis la colonisation. Alors c'est là, sérieusement, je pense qu'il faudra mieux regarder la nature des partenariats que nous avons tissés avec les pays de l'Occident et avec l'Europe et les États-Unis particulièrement, sur le plan économique, sur le plan militaire ou sur d'autres types de coopération qui méritent d'être regardés. Je vais aller sur l'aspect développement où effectivement l'Occident a multiplié un certain nombre de mécanismes, et ces différents mécanismes auxquels nous, les pays africains, nous y avons cru et y avons adhéré aveuglément, se trouvent aujourd'hui comme étant ces mécanismes-là qui ont fait prolonger les néocolonialismes, ces mécanismes-là qui ont fait pérenniser l'impérialisme. Alors, quels sont ces mécanismes? Ces mécanismes sont les accords de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, qui sont des institutions, le système des Nations Unies en lui-même, qui sont des institutions qui, de par leur conception, ont dans un premier temps été servis comme les instruments qui devaient nous permettre de connaître un niveau de développement, en tout cas des mécanismes qui devaient nous permettre de nous sortir de notre situation de précarité pour tendre vers eux l'Occident. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, quand on analyse l'ensemble de ces mécanismes et de ces institutions, on se rend compte que c'est à travers ces institutions, c'est à travers ces instruments qui sont mis en place que nous sommes pris au piège dans un engrenage total où on est complètement perdu parce que le bilan est catastrophique et il s'étend du plan économique au plan social, au plan moral, au plan militaire, au plan sécuritaire. Donc, ce sont autant d'aspects qui sont importants. J'espère qu'on aura le temps de les aborder un à un, même si le temps est très court. Mais ce sont des partenariats que nous devons aujourd'hui remettre sur la table, évaluer, faire un diagnostic réel, un diagnostic sincère et un diagnostic honnête pour voir quelles sont les contributions, quel est l'effort ou quelles sont les perspectives que ces institutions, que ces mécanismes mis en place
vont nous permettre d'abord pour comprendre ce qui nous ont permis d'obtenir en termes de progrès et de développement et ce que ça va nous produire dans le futur, en tout cas dans un proche avenir. Qu'est-ce qu'on attend toujours de ces institutions, de ces mécanismes et de ces partenariats? Au plan militaire, là, c'est clair que aujourd'hui, la situation sécuritaire que vit l'Afrique, si l'Afrique, je dirais l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, vous voyez que pratiquement toute l'Afrique est en situation de guerre et il faut être sans ignorer que c'est bien entendu à l'existence, à la coexistence avec ces partenariats ou ces accords militaires que nous avons signés avec ces pays occidentaux. Et qui dit guerre parle d'armes et de munitions. Et qui sont ces producteurs d'armes et de munitions? Ce sont ces mêmes partenaires-là qui sont les premiers fabricants, les seuls fabricants d'ailleurs de ces armes et de ces munitions, qui aujourd'hui est en train de s'aimer la mort dans nos pays, dans toute l'Afrique entière. Ce sont ces mêmes armes-là qui sont utilisées pour tuer les populations africaines. Alors pourquoi est-ce que s'enfermer dans des partenariats qui nous créent la désolation, qui nous créent la mort, et on ne peut pas faire le bilan, on ne peut pas faire une évaluation exhaustive et en tirer toutes les conséquences? Bien évidemment qu'il y a des possibilités, il y a des perspectives, mais le système dans son ensemble fait qu'il est très difficile aujourd'hui pour nous, les peuples africains, de nous en sortir parce que c'est les questions de refondation qui peuvent nous donner ce pouvoir-là, nous donner cette occasion-là de revoir tout ce système pour le remettre en cause et afin d'asseoir un nouveau système parce que c'est un nouveau système qui peut nous sortir de cette situation. Donc aujourd'hui, on peut clairement tirer et dire que le partenariat avec l'Occident sur le plan militaire, il est chaotique pour nous, les populations africaines. Au plan économique, il est chaotique. Au plan de développement, il est chaotique. Je voulais rappeler sur le plan économique que l'Occident qui a été le premier, pas le premier, on dit il y a les Arabes qui ont d'abord colonisé l'Afrique, mais les Européens ont colonisé l'Afrique pendant beaucoup et pendant plusieurs années, diront. Et quand on fait le bilan, les Européens, quand ils sont venus constater toute la richesse, tout ce que la nature nous a offert comme possibilité, comme ressources, ils ont fait, ils ont tissé ce paquet de partenariats-là dans le sens unique et direct de les servir. Pourquoi de les servir? Parce que l'ensemble du paquet de partenariats, quand vous analysez, c'est comment exploiter, comment enlever toutes nos ressources vers l'Occident, vers les pays européens, vers l'Amérique. Alors que si c'était un partenariat gagnant-gagnant, les ressources étant sur place ici, il fallait trouver le mécanisme pour ce transfert de technologie, ce transfert de savoir-faire là pour que les ressources que nous disposons d'abord puissent être transformées dans notre espace parce que c'est de là que découle l'économie et cette transformation va créer de la main-d'œuvre, va créer de la richesse aussi pour nous et de façon partagée, on pourrait dire que ce partenariat sera gagnant-gagnant. Mais quand vous regardez, si je prends le coton tout simplement, on dit que l'Afrique, en tout cas, fait partie des premiers producteurs de coton. Nous tous, tous les jours, on s'habille et nous sommes toujours habillés. Et quand vous regardez tout notre coton et qui est produit en Afrique, est d'abord exporté, transformé et revient en Afrique pour être revendu sous forme d'habits. Donc, ce sont ces types de partenariats aujourd'hui que nous, panafricains, nous dénonçons. Ce n'est pas que le coton, c'est juste un exemple que j'ai pris, que nous dénonçons. C'est pourquoi nous avons engagé cette lutte-là pour qu'on puisse remettre à plat l'ensemble de ces partenariats-là, parce qu'avec le temps, l'Afrique aussi a su, en tout cas, développer ses capacités techniques, ses capacités intellectuelles, à pouvoir s'assumer
sur beaucoup de domaines. Donc voilà d'emblée quelques notions que je voulais apporter sans rentrer dans des précisions techniques de quelque nature que ce soit. Merci à vous pour ces précisions, cher Nabaloum Abdoulaye. Voilà, votre développement nous donne l'occasion, au travers de ce que vous avez évoqué, qui certainement pourrait susciter une réaction de la part de nos téléspectateurs, de directement leur faire parvenir les numéros téléphoniques par lesquels et autres accès par lesquels ils peuvent nous avoir au cours de cette émission, qui est également diffusée en relais sur For You Radio. Le plus 237 693 549 668 ou Skype For You TV, ou vous-même, toujours dans le cadre de Skype, composez le plus 64 889 05 21 6. On va prendre directement Ngalo Seli depuis la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Mahara. Bonsoir à votre invité. J'espère que vous m'écoutez. Vraiment, la ligne est très mauvaise aujourd'hui au Cameroun à cause des intempéries. Mais j'espère que vous m'entendez clairement. 5 sur 5. C'est parfait. Donc, pour aller en plein pied dans le sujet que vous avez posé, je ne suis pas un conseiller en communication, monsieur Noah. Sinon, je demanderais à For You d'organiser une semaine de débat sur le sujet que vous avez posé aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui montre très bien que même si les Africains ont trouvé la boussole, nous ne savons pas où nous allons. Votre invité qui est en ligne là, nous a dit tout à l'heure qu'on avait l'impression que nous étions perdus. Et je me rappelle une autre émission où on a discuté avec quel partenaire il fallait que le Burkina Faso s'associe, etc. Et j'avais répondu à l'époque en disant que le meilleur partenaire pour le Burkina seront les partenaires qui vont lui permettre de mener à bien son système. C'est-à-dire que si le Burkina choisit le sankarisme, ils vont alors immédiatement voir quels sont les partenaires qui peuvent les aider à implémenter le sankarisme. Et évidemment, les pays comme la France, qui sont contre le développement de l'Afrique, contre toute liberté, ils vont s'écarter, ils vont s'éliminer naturellement. Donc c'est pour ça que je dis c'est une question de boussole et de là où nous allons. Où allons-nous? Est-ce que l'Afrique veut construire des gratte-ciel comme aux États-Unis, ou bien construire des quartiers où les gens vivent misérablement, ou bien, je ne sais pas, avoir du sol radioactif, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que les pollutions que nous lisons dans les articles par rapport à ce qui se passe dans ces pays-là est telle que ce n'est même pas le meilleur développement. Ce n'est pas le meilleur développement. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que je dis, il faut peut-être une semaine que les Africains s'interrogent. Que voulons-nous pour nos pays? Et comme dans tout pays ou bien dans toute civilisation, c'est la culture qui guide. Regardez les Japonais. C'est un petit territoire. Mais les Japonais, tout est reposé sur leur culture. Et les Chinois là, qui se lèvent aujourd'hui là, c'est parce qu'ils se sont enfermés sur leur culture. S'ils avaient voulu faire comme les Européens d'entrée, mais ils n'auraient jamais décollé. Tout pays qui se repose sur sa culture commence à voir ce qu'on appelle la boussole. Mais prenons un exemple. La plupart de nos chefs d'État se vantent d'avoir les meilleurs costumes cousus à Paris. Mais ces chefs d'État ignorent totalement la multitude de tenues traditionnelles que nous avons dans nos pays. Or, comme ces chefs d'État ne mettent pas ces tenues traditionnelles, ça n'encourage pas la jeunesse ou bien les citoyens à porter ces tenues traditionnelles. Je reprends encore l'exemple du Burkina Faso. Quand Thomas Sankara a lancé cette tenue qui est si particulière au Burkina Faso, mais tous les ministres les portaient, tout le monde les portait. Aujourd'hui, tout le Burkina s'habille de cette façon. Et c'est le point de départ d'un développement. Et maintenant, tous ceux qui aimeraient aider le Burkina à raffiner cette tenue-là, ce costume spécial, seront des partenaires bienvenus. Mais vraiment, franchement, quand on parle de partenaires, est-ce que l'Afrique n'a pas de partenaires?
Ici à Yaoundé, nous avons partout, mais il y a même des représentations diplomatiques des pays dont je ne connaissais même pas l'existence. Je suis obligé d'aller regarder dans les livres de géographie pour savoir où ça se trouve. Tous ces ambassadeurs-là, ça veut dire ils sont là pourquoi? Et ça veut dire bien que nous avons des partenaires. Mais sauf que ce sont des partenaires pour quoi faire? Et c'est pour ça que je vous parlais il s'agit de savoir où nous voulons, qu'est-ce que nous voulons. Une fois que nous saurons ce que nous voulons clairement, et ça, on le saura tout simplement en nous adossant sur nos cultures, très vite, nos partenaires vont se dégager. Moi, je vais parler quand même, accordez-moi une minute, monsieur Noir. Je voudrais parler d'un partenaire spécifique qu'on appelle la Russie. Pourquoi la Russie aujourd'hui fait tant de bruit, crée tant de problèmes? C'est parce que nous, les Africains, nous n'avons jamais assumé le partenariat avec la Russie. Autant de l'URSS. L'URSS est le seul, je vous dis, c'est le seul État occidental, je dirais même pas occidental, étranger hors d'Afrique, qui a vraiment apporté une aide sincère aux Africains. Et cette aide, les Occidentaux qui voulaient nous exploiter ont très vite compris. C'est pour ça qu'ils ont ils ont diabolisé la Russie. Et non, malgré toute cette diabolisation, l'apport de la Russie était perceptible. C'est pour ça qu'ils sont passés à la contre-offensive. C'est-à-dire que tout chef d'État qui collaborait avec l'URSS était tout simplement assassiné. Les Lumumba et tout ça, ils sont tous morts parce qu'on prétendait qu'ils traitaient avec la Russie. Et quand on voulait tuer un président en Afrique, il suffisait qu'on dise qu'il traite avec la Russie pour le tuer. Donc c'est pour vous dire que si les Africains avaient bien assumé ce partenaire-là, qui est véridique, je vous le dis, avec des exemples concrets, l'université Patrick Lumumba en Russie, c'est la seule université dans le monde qui porte le nom d'un Africain. Alors qu'ici encore au Cameroun, dans nos rues, vous sortez de l'avion, vous prenez l'avenue jusqu'à Destin, vous partez à quel endroit, boulevard Charles de Gaulle et tout. Pendant tout ce temps-là, il y a des universités en Russie qui portent le nom des Africains. Et c'est les seuls, sincères. Donc, pour moi, même si nous ne savons pas où nous allons et nous souhaitons avoir des partenaires, alors je dirais, faites la description de la Russie comme partenaire et essayez de prendre tous ceux qui vont nous aider, comme la Russie, c'est-à-dire aider à cœur ouvert et non pas seulement être là avec un esprit colonial. C'est le seul pays aussi qui ne nous a jamais colonisés. On ne parle pas russe chez nous, on n'utilise pas la monnaie des Russes, il n'y a rien que les Russes viennent prendre chez nous. Donc c'est aussi simple que ça. Bon, je ne vais pas vraiment monopoliser la parole, mais c'est pour dire, si un jour For You a de l'espace, mettez-nous une semaine de débat pour qu'on sache, qu'on dessine ensemble où est-ce que nous voulons aller. Et à partir de là, tout partenaire qui croit qu'il peut apporter quelque chose sera la bienvenue à bord. C'est ce que disait, c'est ce qu'on appelle la révolution. Sankara disait, c'est la révolution. Celui qui veut monter dans le train, il monte. S'il ne peut pas, il descend. Si la France trouve que collaborer avec nous signifie qu'il faut nous mettre en esclavage, elle va descendre du train et le train va avancer. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, monsieur Ngandou Sely. On nous signale qu'il y a Marc au téléphone depuis Paris. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, For You Média. Bonsoir à tous les journalistes et panélistes. Moi, je crois que le développement de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, doit se faire par l'éducation. Parce que nous voyons que aujourd'hui, la culture de notre colonisateur est beaucoup plus développée en Afrique que notre propre culture. Comme si nous n'avons pas de culture en Afrique. Et en matière d'éducation, l'éducation se fait au rabais. Même quand nous venons dans leur université, il ne faut que nous faire des formations au rabais. Ouais. Donc, regardez, il y a un journaliste qui passe sur une chaîne concurrente. À chaque moment, il est docteur en, je sais pas, nucléaire, je crois, astronomie, quelque chose comme ça. Voilà. Ce docteur, par exemple, grand mathématicien,
pouvait quand même être quelqu'un qui devait être valorisé en Afrique afin de pouvoir donner en tout cas une éducation de recherche et permettre que nos enfants puissent être formés et pouvoir en tout cas faire de telle sorte que en Afrique, tout ce que nous avons comme ressources, nous devons quand même il devait leur permettre afin qu'ils fassent des recherches pour que nous puissions en tout cas fabriquer ce qu'il faut à fabriquer en Afrique. Mais tout ce que les pays européens fabriquent ici, ils nous amènent là-bas, mais tout ce qui est matière première vient de chez nous. Donc ça veut dire que nous avons le droit de pouvoir fabriquer en Afrique. Et même une seule cuillère, aujourd'hui, les Africains ne peuvent pas fabriquer un seul couteau. Tout vient de chez eux. C'est-à-dire nous sommes là seulement que à consommer sans que nous puissions fabriquer. Vous voyez. Donc il y a la culture, l'alimentation. C'est-à-dire un pays où les gens sont bien alimentés, sont en tout cas bien nourris, mais cette population-là peut bien travailler. Même en matière d'alimentation, nous ne pouvons pas nous alimenter nous-mêmes. Regardez la Russie. La Russie n'a pas besoin des autres pays du monde pour pouvoir s'alimenter. C'est un pays qui peut vivre en autarcie. Et nous devons prendre l'exemple sur ce pays-là. En tout cas, nos pays doivent prendre l'exemple sur la Russie. Nous ne sommes pas là. Le blé n'est pas notre culture de base. Voilà. Et le pain n'est pas notre culture de base. Notre culture de base se trouve chez nous. Et nous avons la banane et tout ce qu'il y a comme autre plat là-bas en Afrique. Pourquoi ne pas chercher en tout cas une autre manière de pouvoir nous nourrir en Afrique que manger seulement que ce qui est du blé? Et il y a la santé. Un pays où la population est en bonne santé, la population travaille bien. Regardez ici en Europe où je suis, les gens ils ont ce qu'on appelle CMU, couverture de maladie universelle. Ça veut dire qu'ils sont là pour pouvoir faire de telle sorte que la population soit bien soignée afin de pouvoir donner un bon rendement de travail. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qu'on devait qui devait être valorisé par nos gouvernants, c'est-à-dire l'alimentation qui doit être contrôlée, ne pas manger tout ce qui vient de d'ici, les poulets en batterie, de la mauvaise viande, tout ce qu'ils amènent là-bas comme la congélation, tout ça n'est pas de la bonne viande, n'est pas de la bonne nourriture. Mais qui est là-bas pour pouvoir contrôler ces genres de produits qui ne veulent pas manger ici, qui pour nous amener en Afrique pour nous empoisonner? Regardez, vous voyez, tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a le transfert des technologies. Si aujourd'hui la Chine est développée parce que les Chinois ont une politique de transfert de technologie. Vous ne pouvez pas aller, en tout cas, mettre dans son temps une usine en Chine sans que vous ne puissiez transférer une partie de votre technologie. Ouais. Et ça, c'est très important. En Afrique, nous sommes seulement que des pays de services, mais les gens n'amènent pas de la technologie. Il n'y a rien comme technologie qu'ils amènent. Nous sommes là, nous avons des écoles de formation qu'on appelle des centres de formation, tout ça, mais il se trouve que si nous voulons faire une voiture, il faut que les gens nous amènent des pièces de l'Europe, on appelle ça des chaînes de montage, seulement que des chaînes de montage. Mais il n'y a pas la fabrication plus là-bas. Mais tout ce qu'il y a comme matière première vient de là-bas et ça vient en Europe. Ils viennent maintenant faire tout et maintenant ils amènent ça par pied détaché afin que nous puissions monter des chaînes de montage sur place. Et d'ailleurs, ces voitures qu'ils fabriquent, les voitures ne sont pas adaptées, en tout cas à notre, je veux dire quoi, aux pays tropicaux. Ils le font pour les pays tempérés comme eux ici. Donc nous devons faire de telle sorte que les gens amènent un transfert de technologie et que nous puissions fabriquer ce qui est adapté à l'Afrique, adapté à notre continent. Et c'est très important. Et nous pouvons compter sur les pays comme l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud et les pays du Nord comme le Maroc. Le Maroc ne doit pas accepter de telle sorte que les gens amènent seulement que des chaînes de montage, des trucs comme ça, tout ça. Mais nous devons faire de telle sorte que nous puissions développer nous-mêmes
en tout cas des chaînes de fabrication, de fabrication des pièces, comme les gens, je veux dire quoi, une petite usine de fabrication de voitures que moi j'ai vu ça sur internet qui s'est fait aujourd'hui à Accra. Et ça c'est très important au Ghana. Et c'est important. Nous devons faire de telle sorte que nous puissions nous faire ce qui est pour l'Afrique. Et c'est comme ça que les Chinois avaient commencé. Les Chinois avaient commencé. Les gens ils appelaient ça Shintok. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue fabrique maintenant des matériaux de bonne qualité. Et c'est très important. Il faut commencer à quelque part. Et c'est très important que nous puissions commencer à avoir des industries en Afrique. Comment nous pouvons être un continent où nous avons 40% des matières premières dans le monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas fabriquer ce qu'il y a à fabriquer. Les gens ne font que aller nous prendre seulement que les matières premières et ils viennent faire leur fusion, tout ce qu'il y a comme tout, et après ils nous amènent en tout cas ce qui est cher pour nous. Or, pourtant, en Afrique, on pouvait tout faire. Même en matière d'alimentation, on est obligé de prendre tout ce qui est des produits congelés partout. Or que en Afrique, nous avons de l'eau à gogo, nous avons la terre qui est fertile, où on ne peut même pas mettre d'engrais, mais on pouvait cultiver. Comment nous ne pouvons pas cultiver pour pouvoir nourrir notre population en Afrique? Vraiment, je trouve que c'est vraiment aberrant. Et aujourd'hui, il faut commencer maintenant à faire ce qu'on appelle les grandes routes transfrontalières. Et c'est très important, les grandes routes transfrontalières, et de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Nord, afin que nous puissions en tout cas échanger aussi facilement. Et c'est très important en matière d'alimentation, en matière de grandes plantations pour pouvoir nourrir nos populations. Et quand les Européens s'en vont prendre nos terres là-bas, tout ce que nous cultivons, et tout ça, ils amènent ici pour nourrir leur population. Regardez, ici en France, par exemple, il y a un grand marché qu'on appelle le marché de Rungis. Si vous partez là-bas, on dirait que vous êtes, ça dit tout ce qui est en Afrique, on l'amène dans ce truc-là. Et ils ne peuvent pas faire aujourd'hui des produits d'alimentation sans mettre de l'huile de palme, de l'huile de coco, des trucs comme ça. Tout ça, ça vient de l'Afrique. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer en Afrique? On peut bien fabriquer en Afrique, mais il faut que les gens soient éduqués, nos enfants soient éduqués, formés dans les bonnes écoles, et que nous ne puissions pas faire des formations au rabais. Les formations au rabais que les gens ils disent, ah, je m'en vais faire un diplôme d'ingénieur, soit en France, mais on ne te forme pas comme il le faut. Tu es ingénieur, mais ingénieur que tu ne peux même pas permettre que tu ne peux pas faire des recherches pour aller de l'avant. Et nos chercheurs sont des chercheurs seulement qui sont dans les bureaux et ils ne sont pas sur le terrain. C'est très important. Et aujourd'hui, il faut que les gens changent d'idées et pouvoir, en tout cas, voir que nos pays doivent avancer dans le développement et dans l'industrie. C'est très important. Nous avons tout en Afrique, le café, le cacao. Regardez, les tablettes de cacao, les fèves de cacao, ils les amènent ici, sans même permettre que nous puissions fabriquer même du chocolat sur place. Ça, c'est pas bien. On regarde aussi le café. Les 5 grains de café ici en Europe fait 1 euro. 1,30 €. Et le kilo de café, c'est-à-dire que le gramme, les quelques grammes de café fait 1,30 €, mais le kilo, ça ne peut même pas valoir 1 €. Ça fait 20 centimes. Tout ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous laisse et je continue d'écouter l'émission. En tout cas, que vraiment l'Afrique se réveille. Et bonne émission. Et continuez comme ça. Voilà, continuez comme ça. Merci à vous, Marc. Il faudrait dire que votre temps d'expression n'est pas différent de celui d'un invité qui prenait part au panel, parce que je crois que
Nabaloum Abdoulaye ne me dira pas le contraire. Nabaloum, on va sortir de cette émission. Il est vrai que le temps est assez court, mais quand je dis sortir, au moment où je vous introduisais, je vous disais que appelons cela, cette production comme étant un acte 1, parce qu'il y a des questions de fond qui ont été soulevées et puis d'autres interrogations que nous avons à nous poser. Dans votre propos, vous avez relevé un certain nombre de choses. Monsieur Ngandjo Sedi depuis Yaoundé a également énuméré un certain nombre de choses. Marc depuis Paris également a évoqué un certain nombre d'aspects. Il faut dire que on va poursuivre l'acte 2 forcément demain pour qu'on ait une suite conséquente de cette émission, parce que sinon le temps d'antenne risque d'être amplement long et on risquerait donc prendre d'assaut les autres programmes. Mais je sors avec cette question à vous poser. Demain on évoquera l'aspect de la culture et autres. Concrètement, quand on regarde aujourd'hui cette Afrique, on parle de développement stratégique, le partenaire stratégique. Est-ce que l'on sait même ce que les pays africains veulent, ou tout simplement les dirigeants africains veulent pour leur propre développement? Nabaloum? À ce que j'avais en tête, après avoir fait le bilan effectivement de l'ensemble de ces partenariats, il faut aujourd'hui se poser la question: pourquoi est-ce que on n'arrive pas, nous Africains, à profiter de ces différents partenariats-là? Parce que c'est en se posant cette question qu'on peut dégager la voie de là où on veut partir. Donc si on se pose cette question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à profiter de ce partenariat-là, d'emblée, on voit les premiers dirigeants de nos États qui ne sont pas capables, en tout cas, d'impulser un partenariat dynamique, qui ne sont pas capables de proposer un partenariat qui profite à leur peuple. Mais lorsqu'on pousse la réflexion, on voit seulement que ce ne sont pas que les dirigeants qui ne sont pas capables, mais il faut oser mettre le doigt dans la plaie pour dire clairement que ce sont l'élite, c'est l'élite africaine qui n'a pas su d'abord organiser qui va être son dirigeant, qui n'a pas su organiser qu'est-ce que l'Afrique veut pour elle-même d'abord, et comment est-ce que l'Afrique s'organise pour faire face au reste du monde. Donc, c'est l'élite africaine, et cette élite africaine, lorsqu'on fait l'analyse aujourd'hui, on comprend très aisément que c'est un peu difficile parce que l'élite africaine elle-même est prise dans un étau d'un système mondial. Et l'étau du système mondial se caractérise comment? Quand vous regardez ce qu'on appelle l'élite africaine de façon générale, c'est ceux-là qui ont travaillé, ou en tout cas qui ont étudié dans les grandes universités européennes, ceux-là qui ont travaillé dans les grosses sociétés européennes, et ceux-là qui ont eu le courage, je parle de ceux-là qui ont étudié et qui ont eu le courage de revenir en Afrique, et lorsqu'ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, c'est travailler dans les grandes sociétés européennes qui sont en Afrique, c'est travailler dans les grandes institutions internationales qui sont en Afrique, alors que ce qui est attendu aussi de cette élite intellectuelle-là, c'est de comment penser, comment il faut réécrire l'histoire de l'Afrique, comment il faut poser les jalons de l'Afrique de demain. Donc, on comprend aujourd'hui que l'engrenage fait que l'élite qui devait réfléchir pour trouver les voies de l'Afrique se retrouve encore dans les mailles de l'Occident, se retrouve encore à travailler pour l'Occident au lieu de travailler pour l'Afrique. Donc, d'un coup, on voit que ceux-là, on ne voit pas du coup qui va réfléchir, qui va s'asseoir et réfléchir pour trouver les voies et les moyens pour sortir de l'Afrique là où elle est. Donc voilà, ça c'est un premier problème qui est posé. Je vais continuer le développement de certains points. On pourra approfondir la réflexion. Donc si l'élite africaine arrive à être beaucoup plus patriote, à être beaucoup plus nationaliste, à penser plus que les grandes études que j'ai faites, c'est écrire, c'est proposer des solutions pour développer mon pays, pour développer l'Afrique. Alors on va connaître des débuts de solutions, alors on pourra poser les premiers pas de remise en cause du système dans lequel
nous sommes embarqués parce que c'est très clair et c'est très évident. Nous sommes embarqués dans un système et c'est pourquoi la lutte panafricaine tire toute sa légitimité et son sens profond de bien mener et mener vraiment à terme cette lutte-là. Je peux toujours poursuivre? Non, permettez, puisqu'il y a un grand développement qui se fera demain, je vous en prie, parce que le débat est assez intéressant pour ne pas davantage empiéter. Il y a un appelant qui attend depuis pratiquement que les autres sont en ligne. On me fait trop des signes à mon oreille depuis la réalisation. On va le prendre pour quelques minutes. Monsieur, bonsoir, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur, je m'appelle Yedrawa. Oui, allez-y. Ok, cette question, c'est moi de d'abord aborder la quantification. Vous savez, nous avons prouvé que si on paye la circoncision de mon rival, si on paye la circoncision de mon rival, et ainsi la tranquillation d'enfant, ça se prendre soit qui n'a pas fait son travail, et tu as payé pour ton rival, tu dois en plus le patrer. Dans l'éducation ici, je vais dire que l'éducation, l'Europe nous a imposé la tout ce carrément savoir faire. Le débat qu'on est en train de mener, c'est d'abord la France a tué la papier gris. Aujourd'hui, on ne pourra pas continuer avec vous. Hein. La qualité de l'appel n'est pas du tout bonne. Je vous suggère pour cette question vraiment de prendre de votre temps, souffrir. Revenez-nous demain parce que nous continuerons toujours à évoquer cette question. Autant de vous laisser à l'antenne et sans toutefois vous écouter clairement. Nabalo, nous allons poursuivre l'échange demain pour que nous ayons un certain temps pour évoquer et poser certains aspects des situations que vous avez justement eu à évoquer tout à l'heure. Je crois qu'également que vous aussi vous allez souffrir le temps aussi de mieux et davantage outiller vos analyses qui nous serviront demain. Bonsoir donc à vous du côté de Ouagadougou. Merci de la disponibilité que vous avez accordée. Il fallait aussi que nous laissions le temps à ceux-là qui nous suivent par le monde de pouvoir réagir. Merci donc à la réalisation pour le concours et aux appelants. Demain, nous allons nous retrouver donc à l'info à chaud lorsqu'il sera 16h GMT, toujours pour parler donc du partenariat stratégique qui concerne le développement du continent africain. Merci, bonne soirée à vous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.